Bonjour José Manuel de Vasconcelos. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de Voix Vive à 7, édition, 27e édition 2024. Et tu es, troisième reprise, poète invité pour la poésie portugaise. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Qui est José Manuel de Vasconcelos? Bon, je suis un poète portugais, je suis essayiste aussi et traducteur. J'ai traduit quelques poètes de grande renommée internationale comme Federico Garcia Lorca, Eugênio Montale, Humberto Sava et Paul Valéry. D'un point de vue de profession, je suis avocat. C'est une chose un peu étrange parce que les avocats, en général, ne s'intéressent pas par la poésie. Mais dans mon cas, j'aime beaucoup la poésie et c'est la poésie la part plus forte de ma vie. La profession, c'est pour gagner la vie, c'est ça. Bon, j'ai publié plusieurs livres de poésie. C'est difficile de parler de ma poésie parce que ma poésie j'ai commencé à publier poésie en 1982 et alors ils sont beaucoup d'années et dans cette période de temps il y a beaucoup de phases, disons, de préoccupations, des sujets qui m'intéressent dans une certaine époque et pas dans une autre. Mais je peux dire que ma poésie, c'est une poésie où la mémoire et le temps ont un lieu particulier. Bon, d'ailleurs, je crois que la poésie, avec ses différences entre les poètes, en poésie, il s'agit toujours de l'amour, de la mort, du temps, sont ces grands sujets, les grands thèmes de la poésie de tous les temps. Et alors, moi-même, je pense que la mort, c'est fondamental, c'est un problème, évidemment, c'est quelque chose que nous dit quelque chose à tous. L'amour aussi, et le temps, la mémoire. Je suis beaucoup intéressé dans les effets de la mémoire. Je suis portugais, alors les Portugais sont un peu mélancoliques, c'est un peuple mélancolique, et moi aussi. Ma poésie est traversée par un sens de mélancolie très fort, mais une mélancolie pas pleurnichée, une mélancolie sobre et surtout tempérée par une certaine ironie. Bon, c'est ce que je peux dire sur moi et sur ma poésie. Quand et comment tu as commencé à écrire la poésie? Bon, je pense que tous nos poètes commençons à écrire avant d'écrire. Parce que quand nous sommes jeunes, je pense que nous pouvons déjà découvrir en général, et dans mon cas, je n'ai pas de doute sur ça, j'étais très jeune et ma sensibilité, c'était déjà une sensibilité poétique. Évidemment que j'ai commencé à écrire avec, je ne sais pas, 12 ans, 14 ans, 15 ans, des choses sans intérêt, évidemment. Mais la poésie était là, déjà, était là. Et j'ai commencé à écrire et j'ai publié un petit livre avec 24 ans, 25 ans, je ne me rappelle pas, mais c'était une anthologie de poésie et de prose des futuristes italiens. C'est un livre qui m'a été suggéré pour ma professeure d'italien. J'ai fait 5 ans d'italien à l'Institut de l'italien au Portugal, à l'Istituto Italiano en Portugal, et j'ai fait cette anthologie qui était bien reçue parce que au Portugal, à cette époque-là, on ne savait presque rien sur les futuristes. Et seulement après ça, en
1942, j'ai publié mon premier livre, je crois. Je crois que les dates c'est ça. Bon, et après ça, je suis un poète qui publie un livre tous les ans, chaque année. Il y a un certain type d'écrivain qui tous les années publie un livre, un roman, etc. Moi, non. Moi, je publie quand je désire, quand je pense que ma poésie est devenue propre à publier. Alors, je n'ai pas beaucoup de livres. J'ai publié 8 livres et j'ai deux livres qui sont en préparation, qui sont à paraître peut-être cette année encore. Et j'écris beaucoup des essais. Je suis critique littéraire aussi, de poésie surtout. J'ai fait des comptes rendus, des recensions aux livres d'autres poètes portugais, surtout dans les revues portugaises. Bon, je suis traduit, mes poèmes sont traduits en, je pense que 10 langues. J'ai quelques anthologies, une anthologie en italien, une autre en allemand, en slovène et en roumain. Et maintenant, vient de paraître une anthologie en 4 langues, portugais, français, corse et roumain. Corse, l'éditeur est corse, est un éditeur de Corse, et l'anthologie était soutenue par l'université de Bastia, je crois. Et ça, ce sont des anthologies publiées en diverses langues. Et après, j'ai des poèmes traduits en arabe, en chinois, en japonais, en anglais, en espagnol, mais publiés en revue, en magazine littéraire. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Bon, ça dépend. C'est par étapes. Je peux être quelques mois sans écrire. Un peu comme Paul Valéry qui était 25 ans sans écrire poésie. Non, c'est pas... je parle de moi. Je peux parfaitement, dans un mois, 2 mois, écrire poésie. Et tout d'un coup, je commence à écrire et je peux faire un livre en 15 jours, en 20 jours, que après je révise, etc. C'est une façon d'écrire comme une autre. Et j'écris à propos... quand je sens dans ma tête que je suis préparé, que j'ai besoin de dire quelque chose, je commence à écrire. C'est ça. C'est comme ça. Et sans heure, sans marquer le temps, j'écris comme je veux, je cesse d'écrire, je vais faire une promenade, je retourne, j'écris d'autres choses, mais c'est comme ça. Et le premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Le premier poème et premier recueil. Le premier poème que je pense que c'était au lycée, mais c'était un terrible, un très mauvais poème. Quand j'étais au lycée, j'avais, je ne sais pas, 13 ans, 14. Il y avait une revue dans le lycée à Lisbonne et j'ai écrit quelques poèmes, très mauvais. Et j'ai écrit un petit essai, pas mauvais, sur Catherine Mansfield, l'écrivaine néo-zélandaise que j'aime beaucoup. Parce que je suis essentiellement poète, mais j'aime beaucoup écrire de petits contes. Je pense que je n'ai pas vocation par écrire des romans, mais des contes, des narratives, des récits, moi j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Catherine Mansfield parce que pour moi c'est un modèle de narrative courte avec un terrier et avec beaucoup d'expressions. Et les gens, les poètes, les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont influencé, ou bien qui ont laissé une trace dans ta création? Sûrement il y en a beaucoup, mais... Bon, il y a beaucoup et c'est difficile de répondre à ça. Mais il y a 2 poètes, en ce qui concerne la poésie, il y a 2 poètes que j'aime, 3 poètes disons, que j'aime beaucoup. C'est Eugenio Montale, le poète italien, que j'ai traduit et j'ai préparé une anthologie. C'est le poète nord-américain Wallace Stevens.
et Paul Valéry. Plus comme poète philosophe qu'il est, mais je l'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si je suis influencé par ces poètes. Je peux dire que je l'aime beaucoup et que je les apprécie beaucoup et que je lis souvent. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle portugaise? Bon, c'est difficile de parler d'une poésie relativement à laquelle nous n'avons pas de distance. Je n'aimerais pas parler beaucoup de ça parce que je comprends que ma poésie c'est d'une autre génération. J'ai commencé à écrire il y a beaucoup d'années, et j'ai une certaine difficulté parfois de adhérer à la poésie qui s'écrit maintenant. Mais en tout cas, il y a des jeunes gens qui ont beaucoup de talent. Surtout des femmes, c'est curieux, surtout des femmes, parce que c'est la révolution des femmes qui surgissent et qui prend ses places. Et au Portugal, nous avons une poésie féminine, bon, disons comme ça, une poésie écrite par des femmes, parce que je ne pense pas qu'il existe une poésie féminine, mais il y a une poésie qui est écrite par des femmes, comme il y a une poésie qui est écrite par des hommes. Et il y a quelques poètes, hommes et femmes, mais surtout femmes, au Portugal, jeunes, qui écrivent une poésie très profonde et très intéressante. Mais c'est un petit nombre. Bon, c'est pas la règle, évidemment. Et je voulais poser la question d'ailleurs, c'est la place des femmes dans la poésie portugaise aujourd'hui. Est-ce que c'est plus facile par rapport au passé ou... Ah oui, oui. Au passé, c'était difficile, les femmes avaient beaucoup de difficultés. Il y a même des écrivaines qui se virent obligées à utiliser un nom masculin comme pseudonyme parce que les femmes... Bon, vous savez, nous avons eu une dictature, le fascisme portugais, le salazarisme, et ça a été très difficile parce que par les gens de ce temps, les politiciens, les gens conservateurs, la place de la femme était dans la maison. L'homme travaillait, la femme s'occupait de la cuisine, de la maison, des enfants, tout ça. Bon, aujourd'hui, ça, heureusement, est disparu et les femmes sont à nos côtés. La traduction, surtout la traduction poétique, en tant que traducteur déjà, oui. Qu'est-ce que tu en penses, tes réflexions? Bon, c'est un problème compliqué, c'est un problème difficile, mais passionnant, parce que je peux parler de... Je ne traduis que les poètes que j'aime beaucoup. Bon, je ne suis traducteur professionnel. Je suis un poète qui aime traduire la poésie qu'il aime. Et c'est pour ça que j'ai traduit Valéry, Montal, et Saba, Lorca. Évidemment que c'est très difficile. Par exemple, j'ai traduit Valéry, notamment Le cimetière marin, un des poèmes plus connus de Valéry. Et c'est un poème difficile parce qu'il vit surtout de la musique, de la rime, du rythme. Évidemment, c'est un poème philosophique, un poème d'une grande densité, un poème dans lequel le sujet et les thèmes sont, comme toujours, la mort, surtout la mort, le temps, l'histoire. Mais c'est un poème admirable, mais c'est très difficile parce qu'il faut maintenir dans la traduction un rythme pareil, au moins, au rythme du poème en français. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour affiner la traduction. Et bon, maintenant, je crois que le poème, c'est, bon, je ne dirais, n'est pas pareil parce que c'est impossible, mais c'est un poème qui a une traduction qui a sa dignité poétique. La poésie, l'art, c'est un besoin, une nécessité, première nécessité, pour les gens, pour les autres. Pour toi, pour moi, oui, mais pour les autres, quiconque dans la rue, est-ce qu'on peut vivre sans art? Bon, j'avoue que je ne suis pas préoccupé avec ça. Je regrette que la poésie ne soit plus populaire, et au moins
pas ici en France que je vois beaucoup de gens de la rue assister aux lectures et s'intéressent par les poètes pour tout ça. Mais au Portugal, par exemple, je ne peux pas dire ça. Les Portugais ne sont pas beaucoup attirés par la poésie. Et je regrette ça. Mais ça ne m'empêche pas d'écrire, parce que je n'écris à penser au lecteur. J'écris à penser que je veux dire quelque chose, je veux comprendre quelque chose avec ce que j'ai écrit. Je veux me chercher à moi-même à travers mes poèmes. Et je cherche aussi à comprendre un peu, au moins à être plus proche de la réalité et des choses de ma vie. Bon, si après ça, il y a des lecteurs, tant mieux. S'il n'y a pas de grands lecteurs, patience. Alors, tu fréquentes, comme on dit, le festival de Voix vive, c'est la troisième fois, mais tu viens aussi de temps en temps en tant que Oui, de temps en temps, je suis venu ici. Tu peux nous donner tes impressions, qu'est-ce que tu penses? Ah, j'admire beaucoup ce festival. Pour moi, c'est une fête. Venir ici à Sète. Sète est une ville admirable, jolie, bleue, avec la mer, le ciel. C'est une ville avec certaines particularités qui m'attirent beaucoup. Et après, il y a le fait d'être avec des amis, des poètes que je connais, et autres que je ne connais pas, mais je commence à connaître. Et c'est pour moi une vraie fête. De tous les festivals que j'ai fréquentés, je suis allé à quelques festivals, en Roumanie, en France, en Italie. Je pense que le festival Voix vive est le plus fort, le plus enthousiaste, et toujours, chaque fois qu'on m'invite pour venir ici, je viens avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Et au Portugal, il y a aussi Il y a, mais les festivals au Portugal, je ne les fréquente beaucoup, parce qu'il y a peu de festivals et ils n'ont pas la dimension et l'intérêt de ce festival. Je pourrais dire qu'au festival, au Portugal maintenant, il y a, disons, 2 festivals littéraires, c'est pas la poésie seulement, c'est littéraire en général, qui ont un certain intérêt, mais pas plus que ça. Merci beaucoup, José. Merci. C'est un livre sur Marina Tsvetaeva, la poétesse russe. C'est un poème. Ela buga o nó cego. A morte cria a sua companhia como uma amante torturada. E intensa vagueava os passos sobre a neve, o jardim lhe faltando em cada flor colhida. Ser perene foi a meta do desejo, mas uma mão corria e golpeava pedras, e tocava-lhe o sangue uma boca irmã. Só a poesia era uma ânfora de luz, amaciando o bramido das trevas. Tamanha insistência fez cair o pássaro sobre a floresta em Elábuga, com a certeza de que só renasce aquele que ardendo se consome. Et maintenant en français. Il abouga le nœud à l'aveugle, à Marina Tsvetaeva. La mort réclamait sa compagnie, telle une maîtresse torturée et intense. Elle déambulait, les pas sur la neige, le jardin lui manquant en chaque fleur cueillie. Être éternel fut le but de son désir, mais une main courait et tailladait les pierres, et une bouche fraternelle lui effleurait le sang. Seule la poésie était une amphore de lumière, assouplissant le grondement des ténèbres. Une telle insistance fit tomber l'oiseau sur la forêt à Elábuga, la seule certitude étant que seul renaît celui qui, en brûlant, se consume. Área. A mulher permanece junto à casa. A casa é branca, sempre dentro do azul. É o silêncio que cria essa casa e que despe a mulher. É ele que torna tudo branco como a casa branca,
no azul debruçado da memória, como o terraço onde se deita a mulher, junto do azul do mar, do casario sempre branco. Nua, a mulher, dentro do azul e do branco, perto da casa, a cavalo sobre o mar. Há também a língua de areia lá embaixo no silêncio, o seu fogo estirado como o corpo da mulher, dormindo na leveza do dia. Há uma cabra nos escombros da sombra e uma árvore estarrecida no delírio da luz. O ar admirável ondulando no branco e no azul, como a vela no mar dos cabelos da mulher, deitada no ar do silêncio, com a casa no azul tranquilo da memória. Et maintenant en français. Aria. La femme se tient tout près de la maison. La maison est blanche, toujours dans le bleu. C'est le silence que crée cette maison et qui déshabille la femme. C'est lui qui transforme tout en blanc comme la maison blanche, dans le bleu incliné de la mémoire. Tout comme la terrasse où la femme se repose, près de la mer bleue, du mur toujours blanc, nue la femme dans le bleu et dans le blanc, près de la maison, à cheval sur la mer. Il y a aussi une langue de sable tout en bas dans le silence, tout comme le corps de la femme, son feu étiré, sommeille dans l'insouciance du jour. Il y a une chèvre sous les épaves de l'ombre et un arbre accablé sous le délire de la lumière. L'air admirable ondulant dans le blanc et dans le bleu, comme la voile dans la mer des cheveux de la femme, couchée dans l'air du silence, avec la maison dans le bleu paisible de la mémoire. Prestidigitador. Senti-me cortado em dois, sob a luz que flutuava na ansiedade do público. Um mar ia a outro mar, num desassossego de anátema que mordia em vão o desejo de unificação. Jamais recuperaria a homeostase, e o serrote com volúpia e firmeza cortava em zigue-zague os suspiros trágicos que fazem a pouco a desventura. Separadas as infinitas metades, hesitantes, divididas, entreolhavam-se entre rumores e assobios ferozes. Um lenço branco agitou a plateia, mas a caixa abriu-se, mostrando o corpo igual, como se inteiro fosse. Prestidigitateur. Je me suis senti coupé en deux, sous la lumière qui flottait dans l'angoisse du public, une mer glissant sur l'autre mer, dans un désarroi d'anathème qui mordait en vain le désir d'union. Je ne récupérerai jamais l'homéostasie, et la scie, avec une fermeté voluptueuse, découpée en zigzag, les soupirs tragiques qui font peu à peu mes aventures. Une fois les infinies moitiés séparées, hésitantes, désunies, elles se regardèrent sous les rumeurs et les féroces sifflements. Un blanc mouchoir s'agita dans le public, mais la boîte s'entr'ouvrit, révélant le même corps, parfaitement entier à ce qu'on dirait. Quando a primavera chegar, diremos que o inverno foi longo e nos apertou o coração. A luz engravidará os dias pequenos, cairá a pique nas falésias negras do esquecimento, convidando as flores da nossa nudez a varrer a sombra dos relógios de sol. Os primeiros frutos serão amantes da saliva, e a sua intensidade dourará as folhagens do sul, sonhando gaivotas que rasgam a claridade. A respiração tomará conta das ruas que se abrirão à argila dos dias e ao palco magnético das constelações. Será o tempo de guardar a solidão nas arcas
e de voltar à brisa dos terraços, às esplanadas, paradas e às praças garridas de conversas. Passearemos pelas alamedas, longe de casa, abrindo janelas sobre estuários luminosos, deixando a memória do inverno nas caves soturnas do pensamento. Quand le printemps sera là, quand le printemps sera là, nous dirons que l'hiver a été bien long et qu'il nous a bien serré le cœur, la lumière tombant à pic sur les falaises noires de l'oubli enfantera les courtes journées en conviant les fleurs de notre nudité à balayer l'ombre des cadrans solaires. Les premiers fruits seront friands de salive et leur intensité rendra les feuillages dessus encore plus dorés en rêvant de mouettes que déchire la clarté. La respiration s'emparera des rues qui vont s'ouvrir à l'argile du jour et au spectacle magnétique des constellations. Alors, il sera temps d'enfouir la solitude dans les coffres, de revenir à la brise des terrasses, à la monotonie des escoires, sonolents et aux places décorées de menus propos. Nous nous promènerons le long des allées, loin de la maison, fenêtres grand ouvertes sur les golfes lumineux, abandonnant le souvenir de l'hiver au gouffre glauque de la pensée. Un dernier? Ok. Teatro. Passam as personagens principais, bons e maus atores, muitos figurantes. Tudo se reduz a marcações, cenários e inúteis figurinos. Interminável, a representação às vezes entusiasma, mas no geral é o supremo tédio, o rasgado bocejo. Tem pequenos intervalos, um sopro de outra realidade, mas afinal não passa de ilusão e a peça não acaba nunca. Alguém fechou as portas do teatro pelo lado de fora. Théâtre. Les personnages principaux vont et viennent. Les bons et les mauvais acteurs. Beaucoup de figurants. Tout se résume à des marques, des scénographies et d'inutiles costumes. Interminable, la représentation parfois nous emballe, mais en général, c'est un ennui mortel, un large bâillement. Quelques entr'actes, un souffle d'une autre réalité, mais ce n'est qu'illusion après tout, et la pièce ne s'achève jamais. Quelqu'un a fermé de l'extérieur les portes du théâtre. Merci beaucoup, Marie. Merci.